Bonjour, chronique essai. Aujourd'hui, essai sur l'histoire du Japon avec Ikki, Coalition Ligues et Révoltes dans le Japon d'autrefois de Katsumata Shizuo. Le titre original est Ikki. Il y a une introduction très importante, c'est traduit du japonais et annoté par Pierre-François Swery avec la collaboration d'Inde Tadao et Nakajima Takaichi. Ça a été publié chez CNRS Éditions dans la collection Réseau Asie série Japon. Le livre originel date de 1982, cette traduction française de 2011, et le livre fait 268 pages. Allez, un peu d'histoire du Japon aujourd'hui, ça faisait longtemps, et pour le coup sur un sujet relativement pointu, ou du moins l'effet que peut produire ce livre en français. Au Japon, il a pourtant été publié initialement dans une collection de poche qui, sans en faire le moins du monde un ouvrage léger ou même à ce compte-là de vulgarisation, lui a assuré tout de même un certain écho. Il faut dire que le sujet des Ikki, mot derrière lequel on range en gros essentiellement des mouvements de révolte paysans du Moyen-Âge et de l'époque d'Edo, qui peuvent faire penser à nos jacqueries, mais cela va en fait bien au-delà. Les paysans n'étaient pas les seuls impliqués, les Ikki pouvaient être urbains, etc. Ce sujet donc a été beaucoup traité là-bas et de manière très différente. Ici, l'introduction de Pierre-François Swery, auteur notamment d'une très bonne histoire du Japon médiéval, et qui traduit le présent ouvrage dû au médiéviste japonais Katsumata Shizuo. Cette introduction donc se montre particulièrement précieuse qui permet de se faire une idée de l'historiographie sur le sujet, car elle est complexe et déterminante pour bien apprécier l'écho que ce relativement petit livre a pu rencontrer à sa sortie en 1982. Les Ikki initialement n'intéressaient pas les historiens traditionnels de Meiji. Ceux-ci avaient hérité de leur précurseur imprégné de néo-confucianisme une conception très événementielle de l'histoire qui s'intéressait aux grands hommes et aux faits politiques. Dans leur conception, les Ikki ne pouvaient être au mieux qu'un symptôme de mauvais gouvernement, et du temps de Meiji, ils étaient donc fort pratiques pour dénigrer le régime shogunal. Mais il n'y avait rien de plus à en dire, et il aurait même été de mauvais goût de le faire. C'était, dans tous les sens du terme, un sujet vulgaire. Mais cette perspective a évolué en même temps que l'approche de la science historique changeait. Des historiens progressistes à la même époque se sont mis à évoquer le sujet sous un jour différent, qui ont montré que les Ikki ne pouvaient pas simplement être envisagés comme des épiphénomènes, mais avaient leur propre valeur, non négligeable, et traduisaient des réalités sociales et historiques autrement complexes que le tableau bien lisse et focalisé sur l'élite que perpétuaient toujours les historiens traditionnels. Sans surprise, la matière a été bouleversée par l'historiographie marxiste, surtout après 1918, quand des émeutes du riz ont réveillé le souvenir des Ikki du Moyen-Âge ou de l'époque d'Edo. Les Ikki s'inscrivaient alors dans la logique du matérialisme historique et étaient un symptôme de la lutte des classes plutôt que du mauvais gouvernement à proprement parler. Cette approche a été déterminante et fructueuse, notamment en incitant la discipline historique japonaise à se tourner vers les éléments économiques et sociaux, approche qui a peut-être surtout payé en histoire locale. Car cette approche à terme et de manière plus générale avait ses propres défauts. L'idéologie y jouait une part importante qui a pu biaiser les recherches, par exemple en mettant trop l'accès sur l'idée de lutte des classes, là où les Ikki étaient des mouvements plus divers socialement, ou en postulant l'échec de ces mouvements dans la logique du matérialisme historique. Les travaux précurseurs des années 1920 ou 1930, 50 ans plus tard, avaient laissé la place à des héritiers un peu trop sclérosés par l'idéologie et aveugles à certains aspects d'un phénomène trop complexe pour entrer parfaitement dans des nomenclatures rigides. D'autres approches étaient pourtant envisageables. À peu près à l'époque où le marxisme faisait son apparition dans la discipline historique au Japon, un autre courant dans la lignée de Yanagita Kunio, le fondateur de l'anthropologie japonaise moderne, entendait approcher la paysannerie et la ruralité sous un prisme différent. Ces auteurs, très assidus dans l'histoire locale, reprochaient notamment aux historiens marxistes, et sans doute à d'autres parmi leurs précurseurs, de n'envisager le monde paysan qu'au regard de ces crises, dont les Ikki étaient probablement l'exemple le plus frappant. Pour ces auteurs critiques, il importait au moins autant et probablement davantage d'envisager la paysannerie dans sa normalité, dans son quotidien. Étudier les Ikki était utile, mais se focaliser sur ces mouvements parfois très violents biaisait nécessairement l'approche du phénomène paysan global. Et on ne pouvait sans doute pleinement appréhender les Ikki si l'on faisait abstraction des pratiques et des idées du monde paysan hors crise. Et c'était bien là ce qu'il fallait critiquer, notamment chez les historiens marxistes. Vers les années 1970-1980, un nouveau courant s'est développé, souvent qualifié d'histoire sociale, qui a fait la part des choses dans tout cela. L'ouvrage de Katsumata Shizuo s'inscrit globalement dans cette nouvelle approche, et son analyse des Ikki en témoigne. L'auteur n'exclut certes pas les dimensions politiques, économiques et sociales du phénomène, mais celles qui l'intéressent le plus ici tiennent essentiellement au rituel, à la symbolique et à la pratique, au droit aussi. Et c'est en conjuguant ces différentes approches que l'on peut, si l'on y tient,
dériver d'une certaine manière un discours politique éclairant pour le Japon contemporain et éventuellement au-delà. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter aux origines. Quand on parle d'Ikki, généralement, on fait référence à des mouvements d'ampleur des époques Muromachi et Sengoku ou Atsushi Momoyama, disons le Moyen-Âge japonais, puis de l'époque d'Edo, davantage envisagée comme époque moderne. Et ces deux temps de l'histoire des Ikki sont très différents. Mais pour Katsumata Shizuo, non seulement il faut remonter bien plus loin, mais en outre, il ne faut pas se focaliser excessivement sur la seule paysannerie. En effet, pour l'auteur, ce qui constitue l'Ikki à proprement parler, c'est le fait de jurer ensemble. Et à ce compte-là, on peut relever des Ikki datant de Heian, voire de Nara, ou de Kamakura, dans d'autres couches sociales que la paysannerie, et qui ont probablement influencé cette dernière dans ses pratiques ultérieures. Il y a alors des Ikki de guerriers, si cette dernière notion évolue alors rapidement, mais ce qui retient le plus l'attention de l'auteur, ce sont les Ikki de moines bouddhistes. Dans divers monastères, et non des moindres, on voit en effet des moines jurés, et selon un rituel presque immuable. On émet ensemble une revendication, on l'écrit, tout le monde la signe, et sans distinction de rang, on brûle la pétition, on en mêle les cendres à de l'eau, et tout le monde boit cette dernière. Ce rituel de l'eau est très répandu, et on le retrouvera dans les Ikki paysans. Or, il y a toute une manière de penser derrière ce rituel. Les moines qui boivent l'eau, consciemment ou pas, font appel à des souvenirs plus ou moins exacts du bouddhisme primitif et en dérivent la valeur supérieure du principe d'unanimité. Une décision qui est prise par tous est forcément légitime. En fait, on ne saurait concevoir légitimité plus importante. Il y a quelque chose là-bas du vox populi vox dei, encore que cet adage latin trouve probablement davantage à s'appliquer aux Ikki paysans ultérieurs, mais justement parce qu'ils perpétueront cette pratique et ce sentiment. Pourtant la notion évolue, car bientôt le principe d'unanimité se transforme en principe majoritaire. Pour les moines, il n'y a pas là de contradiction. La décision prise à la majorité bénéficie de la légitimité, de l'unanimité, car ceux qui ont voté différemment se plient à la décision majoritaire et, dès lors, font tout pour la défendre même si elle ne leur plaisait pas initialement. Or, il faut revenir sur l'idée qu'il n'y a pas de distinction de rang dans ces Ikki de moines, parce qu'il en restera quelque chose dans les Ikki paysans, où les tenanciers les plus humbles se retrouveront souvent associés à des petits propriétaires terriens, à des jizamurai, parfois là aussi à des moines, sans que le serment ne témoigne de leur différence de statut, ils sont tous au même niveau. Et c'est probablement là encore quelque chose qui a pu être influencé par le bouddhisme primitif. Je suppose que le Shinto a pu aussi y avoir sa part. L'auteur voit dans cette pensée de la légitimité et de l'unanimité une forme de principe démocratique qui éclaire la démocratie japonaise contemporaine. Mais il aura aussi l'occasion de montrer combien les mouvements de révolte tels que les Ikki ont toujours accordé un rôle prépondérant à cette idée d'une légitimité automatique, d'une certaine manière. Du simple fait qu'ils jurent ensemble, les paysans révoltés expriment une légitimité absolue et incontestable, au point de l'incompréhension fondamentale et mutuelle quand ils doivent faire face à la répression par les autorités et leur monopole de la violence légitime, pour citer Max Weber. Mais justement, il y a là d'emblée un aspect politique intéressant de ce discours, et qui vient nuancer, voire contredire l'approche notamment marxiste des Ikki. Celle-ci ne pouvait que relever combien les Ikki, ces mouvements populaires, avaient pu effrayer les puissants, et dans le cadre de l'historiographie japonaise, c'était donc déjà quelque chose. Les Ikki n'étaient pas que des épiphénomènes symptomatiques d'un mauvais gouvernement, ils étaient des aspects de la lutte des classes et parfois étrangement efficaces car finalement organisés dans leur fonctionnement plutôt que véritablement spontanés. En se fédérant, les Ikki ont pu exercer le véritable pouvoir effectif sur de vastes provinces pendant des années, voire des décennies. Et tant pis pour les grands hommes, l'élite guerrière, tant pis aussi et surtout pour le mythe encore largement perpétué aujourd'hui d'un Japon par essence soumis à ses dirigeants, un des stéréotypes les plus tenaces en la matière. Cependant, l'historiographie marxiste japonaise tendait, semble-t-il, à conclure à l'échec des Ikki pour des raisons idéologiques que je serais bien en peine de détailler outre mesure. L'approche de Katsumata Shizuo est différente, et dans ce principe démocratique et ce questionnement de la légitimité via l'unanimité, même dégradée en majorité, il voit donc quelque chose qui a pu se montrer déterminant dans l'histoire politique du Japon contemporain, même si d'abord de manière plus ou moins insidieuse. Mais il s'intéresse avant tout ici au rituel et à la symbolique, car le rituel de l'eau n'est pas le seul. Les Ikki paysans témoignent d'autres pratiques, mais dans l'esprit de l'auteur, elles renvoient pour la plupart à cette notion centrale de légitimité. Ainsi, par exemple, il relève que les paysans qui constituent un Ikki le font de manière très solennelle, mais en usant d'une symbolique à première vue ambiguë, notamment en ce qui concerne les costumes. Katsumata Shizuo, dans les nombreuses sources locales qui sont à l'origine de son argumentaire, relève que les paysans révoltés usent d'un costume particulier, manteau de pluie, large chapeau conique, parfois une étole blanche qui leur masque le visage.
À l'en croire, ces atours vestimentaires ont une signification. Les paysans ne les emploient pas seulement parce qu'ils sont pratiques et aisément disponibles, ils constituent en fait les attributs d'un personnage qui, d'une certaine manière, sort du monde, ce dont le tissu qui dissimule leur visage témoigne tout particulièrement, car bien avant d'être un moyen de se prémunir des investigations des autorités désireuses d'identifier les insoumis, c'était un signe distinctif traditionnel des lépreux. Parmi d'autres, dont les vêtements de couleur orange, sauf erreur, dont les paysans révoltés se revêtent parfois d'ailleurs. Mais ce statut hors caste qui pouvait temporairement les associer aux Hinin et État avait des implications symboliques plus complexes aux conséquences politiques notables. En fait, si revêtir ce costume excluait de la société des hommes, de manière plus ou moins magique, il conférait aussi à qui l'arborait des attributs non humains et en fait des sens supérieurs. Katsumata Shizuo relève ainsi que dans bien des cas, et notamment en lien avec ce costume, les paysans révoltés, comme ceux contre lesquels ils s'insurgeaient, multipliaient les références aux Tengu, ces êtres mythiques tenant de l'homme et du corbeau et dotés de pouvoirs hors normes. Le costume, d'une certaine manière, conférait aux paysans ces pouvoirs, mais ils en dérivaient, là aussi, une forme de légitimité supérieure. En fait, très concrètement, certaines sources évoquent clairement l'idée que les paysans membres des Ikki, au travers de divers rituels, étaient comme habités par des divinités tout bonnement, le temps de leur révolte. La légitimité automatique dérivée du principe d'unanimité était ainsi redoublée d'une autre légitimité d'ordre davantage magico-religieux, mais d'essence tout aussi supérieure. Mais les Ikki évoluent parce que la société japonaise dans laquelle elles germent change, notamment au plan pas seulement politique, mais aussi et surtout économique et juridique. Le chaos de la fin de Muromachi, ou de la période dite Sengoku des provinces en guerre, incite sans doute les paysans à se fédérer en Ikki, puis les Ikki entre eux pour assurer l'ordre quand les seigneurs théoriques ne sont pas en mesure de le faire, mais cela va au-delà. Et c'est bien pourquoi ce sont d'abord ces Ikki sur lesquels on met traditionnellement l'accent. Plus tard, ceux d'Edo seront d'un ordre un peu différent. Les Ikki, traditionnellement, à vrai dire ceux des paysans comme ceux des moines, étaient souvent liés aux déprédations commises par de mauvais intendants, préfets, etc., qu'il s'agissait de démettre. Les Ikki réclamaient le départ de l'administrateur et, plus qu'à leur tour, ils obtenaient gain de cause. Mais ces déprédations reprochées au premier chef étaient souvent d'ordre fiscal, il s'agissait de rejeter des impositions nouvelles ou excessives. Ce trait demeurera tout au long de l'histoire des Ikki, mais vers cette époque, il commence à être associé à d'autres aspects de la question, parce que le rapport à la terre, en même temps que l'économie rurale et la conception même du droit de propriété, évolue. En effet, un terme qui revient souvent dans les revendications des Ikki est celui du gouvernement vertueux. Les paysans réclament des autorités, sous cet intitulé un acte de grâce, autre moyen de désigner en fait de manière systématique l'abolition des dettes et la récupération des terres mises en gage. En effet, vers cette époque, dans les campagnes, certains individus développent une activité de prêt à intérêt, les aubergistes et les brasseurs de saké notamment, mais aussi certains monastères pas très scrupuleux. Les paysans confrontés à un système d'imposition nouveau sont souvent contraints de recourir à leurs prêts et s'endettent drastiquement très vite. Ils forment alors un Ikki réclamant l'abolition des dettes, et, sous Edo, on retrouvera certaines allusions significatives au fait qu'il s'agit d'abolir toutes les dettes pour tout le monde. Et la restitution des terres vendues ou mises en gage est également dans la balance. Là encore, il leur arrive régulièrement d'obtenir gain de cause, et les autorités anticipent même parfois les revendications, ou à vrai dire la simple constitution des Ikki, en émettant d'elles-mêmes de telles lois de gouvernement vertueux. Notamment, relève l'auteur en période de crise, ou quand le calendrier ou tel signe astronomique laisse entendre que l'année sera mauvaise pour des raisons, là encore, magico-religieuses. Cela peut nous paraître étonnant aujourd'hui, mais Katsumata Shizuo explique ce phénomène de manière assez lumineuse, recourant aussi bien à l'essai sur le don de Marcel Mauss qu'aux études de ses compatriotes sur le droit médiéval. Il établit bien que tout cela témoigne d'une conception du droit de propriété et de l'acte de vente, différente de celle auquel nous a habitué le droit contemporain dans la lignée de l'essor du capitalisme, car c'est bien ce qui se produit alors. Dans ce contexte, il est en fait parfaitement normal que la terre revienne, qu'on ne la laisse pas filer, parce qu'elle est avant tout liée à la famille ainsi qu'à l'usage effectif. Et au fond, le cas du Japon ici n'est pas si différent de celui de la France qui a connu des institutions comme le retrait lignagé. Et Marcel Mauss, parmi d'autres, avait étudié le droit coutumier pour le mettre en évidence. On pèse ici combien la conception moderne et actuelle du droit de propriété n'a absolument rien de naturel et d'inaltérable, quoi qu'on en dise, et il faut relever qu'à cet égard, l'alliance entre les petits tenanciers et des paysans davantage prospères pouvait se perpétuer avec des ennemis communs en la personne des prêteurs, les samouraïs ruraux étant également de la partie, le cas échéant, et parfois des religieux. Mais cette nouvelle conception du droit de propriété, avec ses corollaires, se développe bel et bien au Japon vers cette époque, et la contradiction insoluble entre cette nouvelle approche et la traditionnelle génère de nombreux Ikki, qui tentent par ailleurs à devenir plus violents.
Les Ikki initiaux, ceux des moines notamment, n'étaient certes pas exempts de démonstrations de force. Les moines qui manifestaient par milliers en emportant sur des sortes de palanquins des statues de divinités et de Bouddha, n'étaient donc à cet égard pas du tout différents des paysans se changeant plus ou moins en Tengu ou se laissant temporairement habiter par des divinités. Le rituel avait exactement le même objectif au regard de la légitimité comme de l'intimidation. Ces moines donc constituaient un spectacle intimidant, mais aussi assez récurrent. Ils faisaient souvent plier leurs adversaires de la sorte, mais des violences plus concrètes pouvaient éclater à l'occasion. À vrai dire, ces moines étaient une plaie endémique, notamment aux environs de la capitale, un problème auquel Oda Nobunaga a apporté une solution brutale. Mais il en allait de même pour les paysans. Initialement, les Ikki ruraux se contentaient le plus souvent de menacer de faire la grève ou de déguerpir en masse, via le rituel consistant à étaler les bambous, à la symbolique complexe. Et les juristes d'alors stipulaient que c'était là un droit inaliénable des paysans. Ces menaces, parfois mises en pratique, sont au sens juridique des violences, mais pas exactement comme nous l'entendons le plus souvent. Or, les violences au sens où nous l'entendons couramment se développent, et les ultimes Ikki de la période d'Edo franchiront encore une étape en l'espèce, en se montrant parfois sanglants, toujours destructeurs. Cependant, juste après Oda Nobunaga, il faut sans doute mentionner la chasse au sabre menée par Toyotomi Hideyoshi, qui visait à désarmer les paysans, et a constitué une première étape vers l'établissement du système de caste assez rigide du shogunat Tokugawa. C'est une question très complexe et éventuellement plus ambiguë qu'il n'y paraît, que je ne me sens vraiment pas de développer ici. Quoi qu'il en soit, les violences des Ikki pèsent d'abord essentiellement sur les biens matériels. On s'en prend aux entrepôts monopolisant le riz, aux brasseries, aux auberges, mais donc aussi à certains monastères. Très souvent, on y met le feu. Il y avait probablement un aspect très pratique à cet égard. Il s'agissait de détruire les documents témoignant des dettes, des prêts et des mises en gage pour les invalider. Parfois le geste avait été précédé d'une simple menace, soit une offre de négociation, mais au fil des siècles les Ikki ne se sont pas toujours embarrassés de cette première étape, incendiant immédiatement les bâtiments qui symbolisaient leur endettement et en abritaient les preuves concrètes. Mais les destructions pouvaient aller bien au-delà, notamment durant l'époque d'Edo. Il faut cependant relever une chose d'importance. Ces dégradations ne relevaient qu'exceptionnellement du vol ou du pillage à proprement parler. En fait, un document intéressant datant d'Edo, sauf erreur, fait état du discours d'un meneur qui enjoint ses camarades à ne pas piller, mais bien à tout casser, texto. Or, le même document, en même temps, développe le discours envisagé plus haut quant à la légitimité automatique du mouvement et prend soin d'inclure parmi la classe opprimée qui se révolte absolument tout le monde, paysans de toutes conditions et guerriers de rang inférieur, et jusqu'à certains petits aristocrates et moines, en réclamant, on l'a vu, un acte de gouvernement vertueux qui bénéficierait à tout cela, et notamment, faut-il entendre, pas aux seuls petits paysans. Car à ce stade, il s'agissait de se faire des alliés et de les conserver aussi longtemps que possible. Quoi qu'il en soit, il y a donc des aspects aussi bien matériels que symboliques dans ces destructions. Maintenant, les violences pouvaient aller bien au-delà et s'en prendre cette fois aux personnes, de plus en plus fréquemment semble-t-il. Bientôt, incendie l'auberge, la brasserie de saké, etc. ne suffit plus, et la foule des paysans révoltés lynche quantité de prêteurs. Il faut dire que durant la période particulièrement troublée qui clôt le Moyen-Âge japonais, les seigneurs de guerre montraient l'exemple à cet égard, et les Ikki ont été impliqués dans des opérations d'ordre proprement militaire. On a pu relever d'ailleurs qu'en bien des occasions ils ont tenu plus longtemps qu'on l'imaginait, repoussant sans vergogne les assauts de seigneurs de la guerre, convaincus qu'ils écraseraient sans peine ces paysans en armes et qui repartaient la queue entre les jambes. Mais le contexte général de ces luttes a pu avoir un rôle à cet égard. La guerre d'Onin, 1467-1477, tout particulièrement, avec son image si désastreuse, a pu inciter non seulement les paysans à prendre les armes, le cas échéant pour assurer l'ordre d'ailleurs, mais aussi à teinter leur discours d'autres connotations plus inédites, et pourtant d'une certaine manière dans la continuité de la revendication périodique du gouvernement vertueux. C'est que cette dernière expression prend alors un sens plus abstrait, en même temps qu'elle est associée à une autre, de plus en plus fréquente, et tout particulièrement lors de l'époque d'Edo, celle réclamant la rectification du monde. Il s'agit d'un discours politique plus global, au soubassement religieux marqué. En fait, il y a une composante qu'on pourrait qualifier de millénariste dans cette revendication. À maintes reprises, les prédicateurs bouddhistes n'ont pas manqué d'identifier dans l'époque qui était la leur celle de la fin de la loi, comme par exemple dans la deuxième moitié du XIIe siècle qui a vu le régime aristocratique de Heian s'effondrer et céder la place au Japon des guerriers. Et comme on l'a vu plus haut, cette approche intervient d'ailleurs tout spécialement lors de périodes de crise marquées, pas toujours seulement politiques d'ailleurs. Les grands tremblements de terre suscitent plus qu'à leur tour ce genre d'Ikki qui ajoute à la symbolique du Tengu celle du poisson-chat, animal pris dans sa forme mythique et que l'on rend traditionnellement responsable des séismes, ce qui en fait un symbole moralement ambigu mais aussi fort adéquat de la destruction suscitant le renouveau.
Ceci d'autant que ces crises pouvaient simplement être annoncées par des phénomènes tels que le passage d'une comète ou le fait d'atteindre une année mauvaise dans le calendrier traditionnel, ce qui incitait les autorités et les érudits à mille manœuvres en forme de tricherie pour tenter de circonvenir le mauvais sort cyclique, comme la déclaration d'une nouvelle ère. Ces derniers mouvements sous Edo avaient donc une ampleur probablement plus vaste que leurs prédécesseurs médiévaux, au plan matériel et symbolique. Ils ont pu par ailleurs contribuer à rendre la conception des Ikki un peu plus floue, prise globalement. Mais ces émotions populaires ont bientôt eu des conséquences marquées. Si elles n'ont pas suscité la restauration de Meiji, elles ont du moins témoigné toujours un peu plus des difficultés, notamment d'ordre économique, rencontrées par le régime Tokugawa, et, de manière très significative au XIXe siècle, des administrateurs, etc., s'associent à des Ikki, voire les génèrent. Dès lors, le processus devant déboucher sur la chute du shogunat devenait plus tangible. À vrai dire, la restauration de Meiji pouvait constituer pour certains une occasion marquée de rectifier le monde. Il n'est pas dit que les paysans en aient en profité, dans l'immédiat du moins. Mais Katsumata Shizuo nuance donc l'idée d'un échec des Ikki et pèse leur influence possible sur le Japon contemporain, a fortiori quand il s'est agi, sous Taisho, puis sous Showa après 1945, de démocratiser le Japon, sur la base donc de principes parfois anciens, et pas nécessairement de nature purement exogène, comme certains étaient, et sont peut-être toujours portés à le croire. Ceci, bien sûr, outre l'importante réforme agraire qui suivit la défaite, en fait de mesures imposées par l'occupant américain n'étaient pas sans précédent, au moins théorique, dans l'histoire du Japon, et Katsumata Shizuo relève à plusieurs reprises que les revendications des Ikki tendaient à aller dans ce sens sous Edo. Bien sûr, je ne suis pas en mesure de juger aussi bien des apports de Katsumata Shizuo que de la pertinence de son analyse, ne disposant absolument pas du bagage pour ce faire, et j'espère d'ailleurs ne pas avoir dit trop de bêtises dans ce compte-rendu. Il semblerait que si le livre a marqué son époque et l'historiographie du Japon médiéval, au-delà d'ailleurs du seul sujet des Ikki, il a pu être nuancé depuis. Il a pas loin de 40 ans après tout, l'auteur appelait de ses voeux de telles critiques en concluant son ouvrage. Quoi qu'il en soit, c'est là une lecture très intéressante et il est appréciable que ce genre d'ouvrage soit disponible en français. À cet égard, il faut d'ailleurs louer encore une fois l'introduction de Pierre-François Souiri qu'on est porté à juger indispensable en la matière. Très intéressant.